Voilà, de pouvoir aborder cette thématique qui n'est pas simplement technique, mais qui est aussi organisationnelle. Comment créer les conditions, finalement, de réduire l'impact carbone des projets. À ce titre, on est très heureux de rassembler des partenaires fidèles qui incarnent différents acteurs de l'acte de concevoir et construire. Julien Lost, le maîtrise d'œuvre et accompagnement de maîtrise d'ouvrage en ingénierie environnementale. Olivier Autré, direction technique Nexity sur la partie maîtrise d'ouvrage. Donc Julien nous vient de Luxembourg, Olivier incarne la France. Un peu plus lointainement, Henri qui vient de Copenhague sur GXN, 3XN et spécifiquement le pôle de recherche intégré à l'agence d'architecture pour montrer comment finalement les agences d'architecture aussi se réinventent dans cette démarche. Et enfin François de Saint-Gobain sur comment un fournisseur finalement va être non seulement un fournisseur de matériaux mais aussi de données. Le choix de cette table ronde intervient à un moment clé pour nous en France, mais aussi en Europe. Vous savez que la réglementation RE 2020 est déjà en route, avec des seuils décroissants année après année. Elle fait suite à l'expérimentation E+C-, qu'on a eu la chance de mettre en place depuis quelques années en France, et qui avait été accompagnée d'assez incroyables expériences, qui étaient aussi bien pour nous chez Arcora le MOOC sur le réemploi aux côtés de l'ADEME et différents groupes sur comment décarboner, notamment pour le hub des prescripteurs. Aujourd'hui, cette dynamique qui est en France, elle se fait apparaître un peu partout en Europe avec différents niveaux de réglementation ou d'incitation, et on voit que les méthodes pour accompagner ces projets-là sont en train de germer, aussi bien du côté des maîtres d'œuvre, comme c'était le cas d'Arcora il y a quelques années à travers son lab de R&D et l'outil d'évaluation carbone ECAL qu'on avait eu l'occasion de vous présenter, et qui se retrouve dans les typologies aussi de concours auxquels on participe en France ou à l'international. Là, à l'écran, vous avez quelques illustrations qu'on avait au sein d'Arcora développées pour accompagner un concours à Bruxelles il y a quelques années, avec vraiment cette itération sur outils d'évaluation carbone et méthodes de réemploi des éléments de construction. Donc en France, on est très focalisé sur les Jeux Olympiques, notamment. On voit que dans tous les projets qui ont été montrés aujourd'hui, l'intégration du biosourcé, du géosourcé et du réemploi est vraiment le moteur de l'ensemble des projets. À l'international, sur les projets sur lesquels Arcora a la chance de contribuer, on voit que c'est très différent, le niveau de sensibilisation, le niveau d'engagement, le niveau de réponse technique et le niveau d'engagement de chacun des acteurs. Le premier acteur aujourd'hui qu'on va interroger est Julien sur plusieurs aspects. La première est finalement le regard au-delà de la France sur les dynamiques dans chacun des pays européens, les méthodes de calcul de l'impact carbone et qu'est-ce que ça implique finalement sur les réponses aux projets, et se questionner sur les rôles d'une ingénierie environnementale comme aux côtés d'un architecte, et non pas en substitution d'un architecte, aux côtés d'un maître d'ouvrage sur l'ensemble des phases du projet. Très bien, merci Antoine. Je pense que je vais me lever, ce sera un peu plus dynamique pour la présentation. Je vais donc vous parler de carbone, encore une fois, sauf que moi je vais vous parler uniquement de carbone, en fait. Et pour commencer, je vais commencer par le rôle de cet expert en durabilité, cet expert en ACV. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'encore un expert supplémentaire autour de la table ? Moi, je pense que oui. Pourquoi ? Parce que le carbone, il se trouve dans l'architecture, il se trouve dans les façades, il se trouve dans la structure, il se trouve aussi dans l'opérationnel, donc dans l'énergie, dans tout ce qui est la thermique, dans le chauffage, la climatisation. Et donc notre rôle, au-delà d'amener cette compétence supplémentaire de méthodologie, donc au-delà d'informer, au-delà d'étudier, c'est aussi un peu de faire la synthèse de tous ces éléments qu'on va retrouver dans les différentes disciplines. Synthèse qui va permettre de guider le projet vers un objectif de performance carbone, objectif qui peut être très ambitieux ou pas ambitieux, mais en tout cas de s'assurer que le projet va bien aller dans cette direction. Ouais. Alors, on parle de décarbonation. Où est-ce qu'on en est en Europe aujourd'hui en termes de réglementation sur la décarbonation ? En fait, à peu près nulle part, hein, si on veut résumer. Donc, beaucoup de pays ont découvert, il y a quelques semaines, la publication de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, donc c'est la refonte de la directive, qui a prescrit aux États membres, dans sa transposition, de définir une feuille de route pour fixer des valeurs limites qui seraient d'application à l'horizon 2030. Donc, on va avoir une obligation en 2027 de faire un calcul
des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, donc empreinte carbone. Et seulement à partir de 2030, si les États membres transposent la directive dans les temps qui sont impartis, ce qui est quand même rarement le cas, on aura des impositions, donc des critères à respecter en termes d'empreinte carbone. Donc évidemment, si vous êtes en France, vous vous dites, OK, nous, on a déjà 10 ans d'avance, plus ou moins, par rapport à cette thématique, à cette directive. Et je pense que c'est ça que voulait dire Antoine aussi quand il disait que lorsqu'il travaille à l'étranger, il n'a pas du tout le même ressenti par rapport à la maturité de ce domaine. Donc au Luxembourg, nous, on est en train d'établir une feuille de route de décarbonation du secteur de la construction. Donc on se pose des questions qui sont fondamentales et hyper intéressantes. Quels objectifs on va viser pour le secteur de la construction, quels outils on va utiliser, quelles données, quelles méthodes de calcul on va utiliser, et quelle stratégie, donc vers quelle voie de décarbonation on va aller, quelles valeurs limites on va fixer. Alors, je le disais, au niveau européen, en fait, il n'y a pas grand-chose qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas de méthode de calcul harmonisée, il n'y a pas d'objectifs non plus qui sont réellement précisément définis. Pourtant, les entreprises aujourd'hui sont soumises à des impositions de durabilité, de reporting en tout cas sur leur durabilité. Donc les entreprises cherchent à occuper des bâtiments durables. Ça, c'est un fait. Ce qui pousse par conséquent les développeurs à produire des bâtiments durables pour pouvoir plus facilement évidemment les vendre. Donc en l'absence de méthodes harmonisées et en l'absence de réglementation, dans la plupart des pays européens, on n'a pas la possibilité de démontrer que les bâtiments sont durables, on n'a même pas la possibilité d'optimiser leur empreinte carbone puisqu'on ne peut pas la calculer. Donc ce qu'on a fait chez Énergie et Environnement, c'est qu'on a développé un référentiel de calcul, donc référentiel qui va permettre d'harmoniser le calcul, c'est-à-dire qu'on fait le calcul en Belgique, en France, en Espagne, on va pouvoir obtenir des résultats qui sont comparables et on va pouvoir évaluer le calcul. Donc on a créé une échelle qui va permettre de situer la performance du bâtiment par rapport à une référence, et on va même aller jusqu'à une certification. Donc ce référentiel, il a été vérifié et validé par Bureau Veritas, ce qui nous donne encore un peu plus de confiance par rapport à sa robustesse et pour le proposer à nos clients. Donc c'est un référentiel qui est ouvert, qui peut être utilisé par tout expert ou tout maître d'ouvrage qui souhaite s'engager dans une démarche de décarbonation. Alors, on a parlé méthodologie, et effectivement, ce que je voudrais aujourd'hui que vous reteniez, si c'est possible de faire passer un message, c'est que les solutions qu'on va apporter aux problèmes du changement climatique, de la décarbonation du bâtiment, elles sont fortement influencées par notre culture réglementaire, notre culture méthodologique. Et donc je prends ici un exemple classique que vous avez bien connu en France, qui est cette comparaison entre méthode statique de calcul et méthode dynamique. Si c'est encore un peu flou pour vous, c'est pas grave. Simplement, on peut retenir que la méthode statique va privilégier des produits, des matériaux qui ne contiennent pas de biogénique. En tout cas, elle ne va pas favoriser les matériaux qui contiennent du carbone biogénique. Et donc, si on compare des produits comme ici, on a un voile en béton armé avec du ciment qu'on appelle décarboné et de l'acier qu'on appelle aussi décarboné, du X-Carb chez Arcelor, alors on va obtenir en méthode statique exactement le même poids carbone pour ce voile en béton armé que pour un panneau de bois massif. Voilà, ce qui est quand même un peu déjà surprenant. Et ça pose aussi la question un peu des données qu'on utilise. C'est une question quand même qui est fondamentale aussi. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de fabricants, dès l'apparition des critères de performance carbone, se sont très vite adaptés en fait, et ont réussi à produire des données, des résultats de performance carbone pour le produit qui étaient très intéressants, beaucoup plus intéressants que ce qu'ils avaient auparavant. Donc on suppose que ce n'est pas dû à une amélioration du process, parce qu'un process, ça s'améliore à une échelle de 10 à 20 ans. Donc clairement, il y a eu une optimisation de la méthode de calcul qui a permis d'optimiser les résultats affichés. Donc on a aujourd'hui en méthode statique un voile en béton qui est l'équivalent d'un panneau en bois massif, et on a un mur Leco qui est un mur en bois optimisé, c'est-à-dire qui contient moins de bois, qui va avoir un résultat un tout petit peu plus intéressant. Si maintenant vous prenez en compte une méthode dynamique, ça veut dire que vous allez valoriser le carbone biogénique qu'on retrouve dans les matériaux, vous allez avoir un résultat qui est complètement différent. Le panneau en bois massif en CLT va être le plus intéressant, largement plus intéressant que le voile en béton armé, il va avoir un impact négatif, et le mur Leco va avoir un impact négatif, mais beaucoup moindre, parce qu'il contient aussi beaucoup moins de carbone biogénique, en fait. Donc ça, simplement pour vous dire que la méthode qu'on va utiliser va directement en fait, vous engager dans une voie de décarbonation ou dans une autre. Si on travaille en statique, comme le font la plupart des pays qui se sont déjà engagés dans cette voie,
on n'a pas d'intérêt à utiliser un panneau en bois. Si on travaille en dynamique, comme on le fait en France, on a intérêt à utiliser du bois, mais peut-être même un peu trop d'intérêt. Ça va un peu trop loin, parce qu'on remarque qu'on a vraiment intérêt à surcharger le bâtiment en ressources bois pour améliorer le bilan. Un autre exemple, c'est cet équilibre entre carbone incorporé et carbone opérationnel. Et donc ça, je voudrais juste le résumer en regardant ici le diagramme. Si vous choisissez d'installer un triple vitrage plutôt qu'un double vitrage, vous pouvez considérer que le triple vitrage, c'est un investissement en carbone incorporé que vous allez faire dans votre bâtiment. Donc vous investissez un peu plus de carbone incorporé et vous espérez que vous allez avoir des intérêts qui seront une réduction du carbone opérationnel. Moins de consommation, donc moins d'émissions de CO2. Donc vous avez la ligne horizontale ici qui représente votre investissement et vous avez vos intérêts qui sont représentés par la courbe qui est décroissante. Et vous voyez que si vous êtes sur la gauche, vous êtes, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, dans une période où on produit la chaleur avec des énergies fossiles, et donc on a beaucoup d'énergie qui sont dépensées pour chauffer le bâtiment, et cette énergie, elle a un facteur CO2 qui est très élevé. Si vous descendez le long de la courbe, vous arrivez dans une période où on installe des pompes à chaleur, où on a un réseau qui est de plus en plus décarboné, et donc une meilleure performance. Et si vous continuez, vous avez des bâtiments qui sont 100% chauffés par pompe à chaleur, avec un réseau qui est de plus en plus décarboné. Et vous voyez que les courbes se croisent, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le carbone incorporé qu'on va investir dans le bâtiment, on ne va plus le récupérer en carbone opérationnel parce que les moyens de production de chaleur seront devenus tellement performants, le réseau électrique sera devenu tellement performant qu'on ne récupérera pas suffisamment d'intérêt. Et ça peut se voir aussi quand on compare un projet qu'on aurait fait en France ou au Luxembourg, et vous avez ici exactement le même cas. Vous investissez du carbone incorporé à l'année 0, et puis vous avez les 30 ans de vie de votre façade pendant lesquels vous allez générer des intérêts de carbone opérationnel. Si vous êtes au Luxembourg, vous avez un réseau électrique qui est relativement carboné, et vous allez donc générer une grande quantité d'intérêts de carbone opérationnel. Par contre, si vous êtes en France, vous avez un des réseaux les plus décarbonés d'Europe, et donc vous allez générer très peu d'intérêts de carbone opérationnel. Donc, une solution qui aurait un intérêt dans un pays n'est pas forcément la solution qu'on devrait privilégier dans un autre pays avec un autre réseau électrique. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà, j'ai terminé. J'espère que je vous ai convaincu que les voies de décarbonation qu'on va privilégier dépendent aussi de notre culture réglementaire et aussi de l'endroit où on se trouve par rapport à la qualité du réseau électrique. Merci beaucoup, Julien. Donc effectivement, la première étape à laquelle vous êtes chacun maintenant sensibilisé est le carbone embarqué, l'évaluation du poids carbone à la construction. Donc les quelques années de retour nous ont permis, sur des projets en France et à l'étranger, sur un grand nombre de typologies de façades, d'avoir une vision assez précise des fourchettes possibles de poids carbone embarqué. Néanmoins, la question derrière, et on parle de carbone embarqué, maintenant qu'il y a la question du carbone opérationnel, et pour un maître d'ouvrage aussi, comment on corrèle ça au coût à la construction, au coût d'exploitation et aux autres enjeux qui sont notamment la fonctionnalité. Donc je passe la parole à Olivier, en tant que maître d'ouvrage, comment préparer les conditions de décarbonation du projet, tant dans les acteurs impliqués, les méthodes proposées, et comment, au-delà du projet, accompagner finalement toute la filière à se transformer. Bonjour à tous. Donc, je vais rappeler juste une image pour rappeler qui est un peu Nexity. C'est le premier promoteur français, avec une très forte composante en logement, évidemment. Mais c'est surtout un promoteur qui a pris le tournant du bas carbone depuis pas mal de temps, puisque les premiers bâtiments en bois qu'on a pu produire ont plus d'une quinzaine d'années et sont encore debout, donc ce qui est déjà pas mal. Et on a été lauréat depuis que l'association BBCA fait un challenge annuel, c'est-à-dire depuis 2019. On est lauréat de manière à peu près systématique. On a gagné 4 des 5 challenges l'année dernière. Même si on ne fait pas exclusivement de la construction bois. La manière dont on s'y est pris, nous, quand la RE 2020 est arrivée, on a eu une première démarche qui était d'essayer de comprendre où était le carbone et de le compter. Alors on a appelé les copains d'Arcora avec lesquels on a des relations régulières et anciennes. Ils étaient en train de développer ECAL à ce moment-là, donc c'est bien tombé puisqu'on leur a fourni un peu de matière pour regarder un peu comment se portaient nos façades. On leur a montré ce qu'on faisait.
On a partagé beaucoup sur les besoins qu'on pouvait avoir de notre côté. Et c'est une étude qui a duré plus de 6 mois et qui a été très utile pour nous pour comprendre dans la façade où était le carbone, quels étaient les éléments qui apportaient du carbone dans le bâtiment, où étaient les faux amis, puisque on en a quelques-uns. Voilà, c'est un travail assez long. Donc, la première démarche, comprendre et compter, c'est faire le diagnostic, l'état des lieux de là où on en était. La deuxième démarche, ça a été une démarche de changer les méthodes de conception. Alors, on peut se plaindre et de ne pas avoir assez de données, et de fait, il n'y en a pas assez. Mais dans un certain nombre de cas, il y en a quand même beaucoup de disponibles et éventuellement beaucoup trop pour les premières phases de conception. Alors, à gauche, vous avez un tableau qui est vachement bien, qui est instruit par les amis d'Ingénieco, qui recense l'intégralité des solutions sur les façades à ossature bois. Et là, j'ai mis qu'un extrait, il y en a encore un paquet d'autres. Il met ça à jour tous les 6 mois, je crois. Allez le chercher, il y a beaucoup d'idées là-dedans. En revanche, en l'état, le document, il est à peu près inexploitable pour faire de la conception. Et donc, sur un des projets qu'on avait en partenariat avec des jeunes agences d'architectes qui étaient très volontaires pour s'engager sur les sujets carbone, mais qui étaient encore, comme nous, dans des phases d'apprentissage sur ces thématiques-là. On a fait un travail avec Arcora, avec un second AMO, avec le BET environnement, pour essayer de trouver une voie dans un ensemble de solutions qui permettait aux architectes de concevoir sans refaire 5 fois le truc, en atterrissant correctement à la fois sur les enjeux carbone et sur les enjeux euro. Et donc on a fait une version très simplifiée du tableau du Codifab pour les aider à concevoir en ayant à peu près la garantie de ne pas refaire. La troisième démarche qu'on a engagée, c'est une démarche autour de la filière, de l'assistance de la filière à se transformer. Le bâtiment que vous avez à gauche, c'est un bâtiment lillois qu'on a livré à INEA il y a quelques années, qui est un bâtiment vachement bien, tout en bois, et qui s'insère dans un tissu urbain lillois, donc où la ville est faite de briques. Et donc on avait une forte volonté, et ça renvoie à une des conférences tout à l'heure, le bâtiment durable, c'est aussi un bâtiment qui s'inscrit dans la durée, dans l'histoire de la ville et dans son avenir. Et donc le matériau de privilégié à Lille, c'était la brique. Et on n'avait pas de solution pour poser de la brique à Lille sur une façade à ossature bois. Et donc le bâtiment de gauche, tout en bois qu'il est, il a un magnifique voile béton qui ne sert que de support à la brique qui est en parement. Et c'est sur ce constat-là, qui est quand même un tout petit peu un constat d'échec, qu'on a lancé une démarche de développement d'une ATEX de cas A, donc qui est reproductible et qui est ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, tous les maîtres d'ouvrage, éventuellement dans la pièce ou ailleurs, tous les maîtres d'œuvre, je vous invite à aller la récupérer. Une ATEX de cas ouverte qui permet de poser des revêtements collés sur une façade à ossature bois. Ce travail-là, il a pris 2 ans, mais le truc est mûr et il est ouvert à tous. Un des enjeux je m'arrête juste 30 secondes quand même sur cette ATEX ouverte. On n'est pas les premiers maîtres d'ouvrage à faire cette ATEX ouverte. ICAD l'a fait avant nous. En revanche, nous on considère que c'est un choix tout à fait fondamental. On n'a pas beaucoup de temps et les moyens sont limités. Si tous les maîtres d'ouvrage font des ATEX fermés qui ne sont pas utilisables, d'abord on les amortit extrêmement mal, et 2, on multiplie les coûts, on additionne des développements à des développements.
Je pense qu'il faut, à ce stade, pour les grands maîtres d'ouvrage, mettre à disposition le travail qui est fait, partager au maximum. Voilà, c'est un élément important de notre démarche. Alors ça ne veut pas dire qu'on pourra le faire dans le contexte qui a changé un tout petit peu, dans le temps de la crise, là, mais on a pris notre part. La quatrième démarche qu'on a engagée, c'est une démarche de regarder un peu plus loin que les premiers seuils. D'une part parce que la trajectoire, le virage est extrêmement violent et donc il faut anticiper au maximum. On a moins de 10 ans pour économiser pas tout à fait la moitié du carbone dans un bâtiment. C'est un temps tout à fait court, alors qu'un projet se développe sur 4 ans, 5 ans, de plus en plus, un peu plus longtemps, malheureusement. Donc il faut regarder loin pour pouvoir agir tout de suite sur les bâtiments qui seront livrés dans quelques années. On voit en plus les maîtres d'ouvrage, les collectivités, qui nous demandent d'ores et déjà de nous placer à des seuils type 2028, voire 2030, en oubliant la courbe d'apprentissage qui est prévue par la réglementation. Donc on a lancé des travaux d'études, dont vous avez deux images ici. Un premier il est bien à gauche, qui est un travail long qu'on a mené avec Baumschlager et Berlé sur la base de leur immeuble 22-26 en Autriche, qu'on voulait transposer dans la réglementation française. Alors on a été accompagné de bureaux d'études, Arcora encore, INEX, pour ne citer que, un acousticien, etc. L'idée ici, c'était de faire un bâtiment alors qui est assez low-tech, mais pas complètement sans tech quand même, qui est sans chauffage, sans clim, en ventilation naturelle, qui joue beaucoup avec l'inertie, qui a des façades performantes, qui a peu de matériaux, d'apparat, qui est assez rustique, mais il faut bien dessiner et ça marche assez bien. On a fait beaucoup d'études, on a dû faire peut-être 130 STD pour essayer de comprendre comment les paramètres interféraient les uns avec les autres. Le bâtiment de droite, c'est un des bâtiments qu'on a développé pour le marché des régions. Alors, on ne construit pas au même prix en région qu'en Île-de-France, puisque on ne les vend pas au même prix non plus. Et donc, on ne pouvait pas... typiquement, le bâtiment de gauche en région, il est invendable. Il ne trouvera jamais de marché. Donc, il fallait qu'on trouve un dispositif qui nous permettait de faire du bas carbone abordable, puisque... faire du bas carbone cher, moi je sais faire, c'est pas très compliqué en réalité, mais ça se fera en vrai pas vraiment. Donc il faut faire du bas carbone à un prix qui peut rencontrer un marché. Et donc c'est un bâtiment qu'on a développé avec un architecte alsacien, un bureau d'études lyonnais, les équipes internes pour construire un immeuble qui atteint le seuil 2031 à moins de 1 800 €. Voilà, mètre carré. Voilà les 4 démarches qu'on a engagées, comprendre, changer les méthodes de travail de la conception, accompagner la filière et regarder loin pour prendre le virage le plus vite possible. Merci beaucoup Olivier. Donc dans la quête de cette autonomie critique pour un maître d'ouvrage, je pense que cette démarche est assez singulière et remarquable. En tant que maître d'œuvre, chacun essaye de pouvoir se donner les outils, changer les outils pour justement avoir l'ensemble des paramètres internes pour orienter le projet vers une qualité pour l'ensemble des usagers et le maître d'ouvrage. Ça passe non seulement par le carbone à la construction, le carbone opérationnel, le confort solaire, le confort lumineux, et un des thèmes aujourd'hui est notamment celui du réemploi. On a le plaisir aujourd'hui que Henry soit avec nous depuis Copenhague, donc venu spécialement de l'agence 3XN, GXN, en particulier Henry donc incarne le laboratoire de R&D qui est GXN, qui est une structure tout à fait particulière puisqu'elle est vraiment au cœur de l'agence d'architecture avec son propre modèle d'organisation sur des sujets de R&D en amont des projets. Aujourd'hui, Henry va vous présenter en anglais, mais avec des diapos très parlantes, donc pour que ce soit clair pour tout le monde, quels sont les enjeux pour une agence d'architecture d'intégrer aujourd'hui le sujet de la décarbonation. I'll also stand up. Yeah. Thank you.
Hello, everyone. It's great to be here. So, as Antoine mentioned, my name is Henry Glogau. I'm a circular design specialist working at GXN. I think what's quite interesting about GXN, which I'm going to discuss today, is a lot of the work that we're doing and how that research is starting to inform our architectural practice, which is 3XN. So we're an office of around 150 people, with about 20 who are involved at GXN. This whole research into practice came about when we wanted to start to try and find a closer way in which we could link that academic research and try and find a quicker and faster process of getting it into tangible architectural design. I think the key thing here is trying to challenge the way in which we are building and designing in the construction industry. And I think being under the same roof and being able to have that spontaneous opportunities to engage with the architects and I think apply that research, try it out, make mistakes, and then move forward. Of course, we've got many challenges which has been part of the conversations today around the environmental constraints, but a key focus for ours is also the behavioral and social challenges that we face in the building industry. And so GXN, our approach is very holistic, trying to find ways in which we can bridge those two themes. The user experience being at the foremost a huge one for us, but also how circular design comes together to have that building and that proposal that can actually offer multiple values. So I'm going to discuss a little bit how we work. When you look at the architect 3XN, a lot of the time when they create a building and the concept, they have a very direct and linear approach where the vision needs to turn into reality. And sometimes with projects like that, there's not much room for risk and trying new things. And I think what GXN gets to do is we get to go off into these explorative tangents, try and test, look at both materials, look at behavioral psychology, and find ways in which that can be informative for our 3XN team. We try and think of it as a bit of a Swiss Army knife, where we're pulling from different areas and different research that can be found around the globe. Our team is quite diverse. It's not just architects, but it's anthropologists, team members that focus on ecology, engineering, and the idea of bringing everyone in that same room, looking at it from very different perspectives is vital. And we come into the project at very different phases, but the key thing about GXN is the research that goes behind it. We have the opportunity to get government grants and funding, but also support from EU work. And I think that allows these 2 or 3 year projects where we can deep dive into some of the building industry challenges. And we're also very lucky to work with passionate developers who are also seeing the kind of need for research to try and be at the forefront of pushing the industry forward and taking that research and allowing it to be informative in our architecture, which I'll speak about today. GXN is not just doing projects for 3XN, we also consult, we work with municipalities and other architectural offices. Our work is open source, and we like to share and make this something that is accessible for everyone. A little bit around the circular focus, trying to shift from this linear approach, eliminating that waste, and finding ways in which we can close that circle, keeping our building materials alive for as long as possible. I'm going to go through a few different topics. First of all, starting with a project which is quite important for us, which is talking about how we can build for tomorrow with what we have today. This is a transformation project that was done in Sydney, Australia. It's a high-rise which was an unloved building from the 90s and 70s, which was proposed to be torn down. Our approach here was to try and see the value in this material and this building and try and extend and expand from the high-rise. And I think what's really interesting about this proposal was that the environmental carbon topic was not the driver of why we did this project many years ago.
Like the incentive here was actually one of a business case study, how much time we can save through the demolition and construction progress, but also the opportunities here to think of our structural integrity as something that is not done its time just because the building program has been obsolete. Another topic I'm going to talk about is around understanding the value of our resources. We believe data and information on the materials is vital. So before we do any projects, we deep dive into this building. We document, we audit, we go through with 3D scans, and we try and gather as much information as possible to pretty much create a catalog of options that our architecture and design team can work with on. I think also working with specialists, for example, Saint-Gobain and concrete manufacturers as well, to try and, through this process, understand what is expertise out in the industry and how we can create a more optimized version moving forward. And the one thing about mapping is, of course, important, but what we can actually do and how we can actually create it through prototyping and showing our clients that there's value both from the environmental, but also that you can create some aesthetically pleasing as well. And throughout this whole process, it's about creating a methodology that we're not repeating the mistakes and we're not repeating the same process every time we start a new project. And finally, streamlining our future circular processes. I think there's so many amazing companies and organizations out there, and we've heard from many today, but the challenge is that we're all working a lot of the time in our silos. We're separate and we're detached. And I think what is really important and what we've been trying to do through a research project called CIRCOP is getting all the important stakeholders under the same in the same room, working with demolition contractors, understanding their challenges, working with main contractors, working with the municipality, and over this last few years, starting to find a way in which we can create this platform-type thinking where it's scalable and it's accessible for those who start a new project, so that when a new potential project in Denmark or abroad happens, that we have this in place and we have the network available for the circular thinking. So thank you very much, and that's a little insight into some of the work at GXN. Thanks a lot, Henry. So, c'est une démarche assez incroyable qui a été permise au sein de 3XN et GXN. Toutes ces démarches seraient impossibles sans le soutien des fournisseurs et des entreprises aux différentes étapes du projet. Et de plus en plus, on voit que l'importance des fournisseurs et des entreprises dans les phases amont est cruciale, pas seulement en tant que fournisseur de matériaux, mais aussi fournisseur de données, en tant que création d'une filière pour le réemploi des matériaux. Et c'est à ce titre-là que François représente et témoigne de l'expérience de Saint-Gobain dans l'accompagnement de cette filière sur les verres bas carbone. Merci. Bonjour à tous. Donc, je remercie les camarades pour avoir fait toute l'introduction sur la notion de carbone embarqué, l'importance des matériaux. Chez Saint-Gobain, effectivement, on a de toute façon des objectifs pour décarboner le fonctionnement de l'entreprise en entier, avec des objectifs 2030, des objectifs 2050. Mais pour revenir au concret du bâtiment, la question qu'on se pose et qu'on s'est posée il y a 2 ans, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vite. En fait, l'industrie verrière, on est émetteur de CO2 parce qu'on chauffe fort du verre dans un four, on brûle du gaz, on utilise des matériaux carbonatés comme l'industrie du ciment. Donc on a forcément une roadmap qui va prendre du temps, qui va nécessiter des investissements lourds. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui avec un matériau avec moins de carbone embarqué aujourd'hui pour aider aussi à accélérer, à convaincre tout le monde de nous suivre et nous aider à faire cette décision importante d'investir dans des techniques de fusion, des choses qui vont prendre plus de temps et qui vont représenter un risque aussi
plus élevé, un risque technique, un risque financier. Donc là, on présente quelques éléments, mais l'importance du verre dans le carbone embarqué, on a pu faire une étude en 2022, publier une étude qu'on avait faite avec Arup sur justement quelle est l'importance du verre dans une façade. Donc on connaissait le 10-20% du carbone embarqué dans un bâtiment tertiaire qui vient de la façade, et on a pu démontrer à partir d'études de cas, 16 cas de typologies de façades très différentes, qu'on pouvait monter jusqu'à 60% de cette façade qui était du carbone embarqué qui venait du verre. On a aussi une étude, on en discutait avec Antoine au préalable, une étude avec Arcora sur le lien, les différentes typologies de protection solaire dans les couches embarquées dans le vitrage ou dans des stores, justement le lien performance, bilan carbone de ces différentes solutions. C'est des choses sur lesquelles on est actif. Et donc il y a 2 ans, on a lancé ce verre bas carbone, Orae, avec un contenu recyclé de 60%. On parlait de la donnée, on est fournisseur de données de nos matériaux depuis plus de 10 ans. Maintenant, on fournit des EPD, des FDES pour le marché français, et on est capable de démontrer nos efforts. Donc c'est là que Orae permet de réduire le carbone embarqué dans le vitrage isolant de 30%. La FDES est même maintenant disponible. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de précision dans les données, beaucoup de certitude, de la constance aussi. Quand on publie une année, on nous demande quand même l'année d'après de confirmer qu'on est toujours capable de produire à ce niveau. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a lancé Orae, qu'on est capable de fournir des données concrètes et des avantages concrets. Et ces avantages concrets, ils sont visibles dans des bâtiments, dans des projets qu'on a pu réaliser depuis 2022. On a mis quelques exemples. La question était aussi de montrer en France et hors France. Donc on a des acteurs, des maîtrises d'ouvrage qui sont impliqués dans la décarbonation avec des beaux projets. Le projet Carré Invalide qu'on a pu faire avec Nexity, dans les premiers projets annoncés avec Orae. On a aussi des projets en Europe, avec par exemple ce beau projet Habitat 7 à Göteborg en Suède, avec toute une histoire de sustainability, une façade, une structure en bois, du verre Orae, du verre bas carbone Orae, mais aussi toute une réflexion sur l'usage du bâtiment. C'est intéressant, je vous invite à aller regarder. Et puis ce projet en haut à droite, Lenderode, c'est un tout petit projet, mais Lenderode, c'est un façadier allemand, mais un bel exemple qui m'a permis d'aller vers la suite. C'est un bel exemple où on a fait à la fois de la récupération de la façade ancienne, le recyclage du verre de cette façade, l'intégration dans les produits verriers et l'intégration d'Orae dans la nouvelle façade. Donc un bel exemple de la démarche qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir un verre bas carbone pour lequel on a besoin de beaucoup de verre recyclé et être de plus en plus actif dans le concret sur le recyclage. Antoine, tu peux montrer le suivant. Donc, mettre du verre recyclé dans la production du verre plat, c'est un moyen très rapide de décarboner, parce que quand on met une tonne de verre recyclé dans le four, on économise déjà 1,2 tonnes de matières premières vierges. Donc c'est un bon moyen d'économiser des matériaux. Et on réduit de 700 kg équivalent CO2 les émissions de CO2 par rapport à si on avait utilisé des matières premières vierges. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Chez Saint-Gobain, notre contenu recyclé, vous voyez, entre 2011 et 2023, j'ai pris les dernières données. Actuellement, le contenu recyclé en Europe, pour notre verre, le verre qu'on produit, il est 19%. On a augmenté régulièrement, on continue de travailler là-dessus. Et notre source de croissance, ça va être le calcin qu'on appelle le post-consumer, le verre qu'on obtient de la démolition. Pour ça, tu peux revenir juste un tout petit instant. On a construit des réseaux qui sont très dépendants d'un pays à l'autre. Là, il s'appelle toujours Saint-Gobain Glass Recycling entre les pays, mais par exemple, là, vous avez l'exemple en France, où on a un réseau de partenaires répartis dans toute la France pour le démontage. Mon autre collègue François vous en a parlé un peu ce matin, et avec des quantités qui montent, qui ont commencé doucement, mais il fallait commencer tôt, il fallait mettre de l'énergie pour établir ce réseau, et maintenant on est capable d'obtenir des quantités qui deviennent importantes, des 5000 tonnes. Il faut toujours que ce soit mieux, mais c'est déjà beaucoup.
des projets où on est capable de récupérer à différents endroits. Là, on a un projet en Suède avec Frösundavik, la tour du Pirée qu'on a vu tout à l'heure aussi dans une présentation, dans laquelle on avait récupéré le verre. On récupère le verre en Grèce, on l'a réutilisé dans notre usine de verre plat en Roumanie. Donc aussi du verre qui peut passer les frontières selon les régulations, selon l'énergie qu'on y met. Et puis bien sûr le projet UNESCO aussi qu'on a vu tout à l'heure. Et pourquoi pour ces projets, il faut de l'expertise à tous les niveaux. J'ai essayé de vous présenter tout le chemin pour passer d'un bâtiment 1 tout en haut à gauche à un bâtiment 2, on va dire tout en bas à droite, avec différentes étapes, et la nécessité pour nous d'accompagner la chaîne de valeur à toutes ces étapes. Le diagnostic, est-ce que le verre est trempé, est-ce que le verre est feuilleté, quelle histoire il a, est-ce qu'il y a du verre de la vitrocéramique ou des borosilicates qui vont faire des gros défauts dans le four, donc souvent sur des vitrages anti-feu. Donc fournir des outils, par exemple au UK, on fournit des kits avec des fois des choses très simples, des gommettes, mesurer, savoir détecter le verre feuilleté pour que ça soit, le processus de curation il soit facilité, qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on ait du verre de qualité. Des choses sur aussi s'adapter au marché, comment on démantèle, comment on récupère le verre, est-ce qu'on le casse sur site. Par exemple, ça c'est un exemple à Londres où c'était du verre trempé, on était capable de casser chaque vitrage sur site, de le récupérer dans un big bag. Donc c'est très pratique, ça évite des transports, mais ce n'est pas facile à chaque fois. S'il n'y en a pas de verre trempé, on ne peut pas le faire. Des machines pour réussir à démanteler les vitrages, être capable de les amener aussi des fois sur le site de démolition ou de les rassembler à certains endroits. Donc être acteur à tous les niveaux pour être sûr de pouvoir rapidement augmenter les quantités de verre, les capter dans l'industrie du verre et pas les voir partir dans d'autres industries qui seraient peut-être moins exigeantes sur la qualité et pouvoir fournir à l'industrie du bâtiment du verre décarboné. Merci beaucoup François. Donc on a un tour d'horizon assez large sur l'ensemble des enjeux pour chacun des principaux acteurs, et on n'oublie pas bien sûr les entreprises qui sont aussi un acteur central là-dedans. Je pense qu'il y a peut-être pour conclure, on va redonner la parole à chacun pour donner un mot sur, pour vous, quels sont aujourd'hui les enjeux organisationnels pour chacun dans votre rôle autour du projet, réussir à continuer à créer de la donnée, continuer à avoir une autonomie critique, partager cette donnée ou pas, et notamment de quelle manière il faut continuer à se réinventer, non plus seulement pour une transition numérique et écologique, mais aussi pour un contexte économique qui peut être différent. On a besoin de projets en vrai. On est dans des temps un peu compliqués. On a des solutions qui sont prêtes ou en passe de l'être. On a des industriels qui se sont mis en mouvement, des architectes qui se sont mis en mouvement, des bureaux d'études qui se sont mis en mouvement, et des maîtres d'ouvrage aussi. Maintenant, il faut des projets, il faut rendre le truc concret. Voilà. Julien, et de ton point de vue aussi d'opérations à l'étranger. Ouais, je dirais qu'on est dans une période en fait où tout bouge très vite. Finalement, on a, comme vous l'avez dit, des fois on nous demande des objectifs de moins 30, moins 40% de décarbonation, alors que finalement on sent bien que l'industrie n'est pas tout à fait prête. On n'a pas encore les produits qui nous permettraient d'atteindre ces objectifs, en tout cas pas dans des coûts raisonnables. Et d'un autre côté, on voit aussi que l'industrie va très vite. On a beaucoup de données qui arrivent. En fait, chaque mois, on a des nouvelles données qui sont aussi de plus en plus performantes. Donc pour nous, c'est un peu ça l'enjeu, c'est voir où on est aujourd'hui, mais où on peut aller finalement à l'échelle d'un projet qui va durer encore peut-être 1 an de planification, encore 3 ans de construction. Donc dans 4 ans, quand on va livrer le projet, finalement, est-ce qu'il sera encore montrable, est-ce qu'il sera encore performant finalement par rapport à ce qu'on aura à ce moment-là. Donc ça, cet enjeu d'anticipation, il est crucial, et c'est peut-être la plus grosse difficulté qu'on a nous pour l'instant. Je donne la parole à François avant de terminer avec Henri, notamment peut-être la responsabilité de chacun des acteurs et comment un fournisseur se réinvente là-dedans finalement. Oui, c'est trouver la responsabilité de chacun. On essaie de prendre notre responsabilité en intégrant les matériaux, et on se rend compte que notre rôle aussi, il est d'intervenir partout pour fournir la bonne donnée quand elle est nécessaire, essayer de comprendre dans les rouages qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui va gêner,
où est-ce qu'on peut contribuer sur de la déconstruction, sur de la démolition pour que tous les acteurs arrivent à récolter ce verre, parce qu'on sait que c'est dans l'intérêt de chacun, de tous, de pouvoir y arriver. Et donc, effectivement, notre démarche doit être ancrée dans le concret, avoir des projets, démontrer qu'on est capable de le faire, multiplier les expériences pour progresser et rendre les choses concrètes. Merci. Henry, maybe about sharing data. What is your opinion of the main topics regarding future? Yeah, I think, as mentioned earlier, I think we need to align and standardize our process of doing this. I think the more data that we have and the way in which we can capture it, but put it in the right hands as well. So that data that can inform a designer, but can also inform a manufacturer and supplier. So aligning and working as a collaboration, I think, is key. And I think we have a lot of possibilities there when we are collectively looking at that approach. And we are seeing success when it does work together, and building a case study for more to follow and to create a team of professionals and expertise that can direct the industry and show how we can pave the way. Ces synergies sont donc indispensables pour avancer dans cette décarbonation. À ce titre, on remercie très chaleureusement Zach, Shuko et l'ensemble des organisateurs de la journée pour permettre sur scène de rassembler ces acteurs, finalement, ce qui est suffisamment rare dans notre quotidien. Et je pense que c'était un plaisir pour chacun. Merci beaucoup à vous. Merci.